Oui, merci Madame la Présidente. Je trouve qu'en fait, on prend les choses par le dernier bout. La question, vous l'avez soulevé, Monsieur le rapporteur Fesneau, c'est la maîtrise de l'ordre du jour. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas l'Assemblée qui maîtrise son ordre du jour. Pourquoi est-ce qu'on est tant? Parce que le gouvernement a décidé qu'il fallait passer tant de textes à cette échéance. Donc c'est toute la question. Et nous, quand on insiste sur la question du rapport entre, au bout d'un moment, le pouvoir de l'exécutif et le pouvoir du Parlement, c'est ça. Donc on va pouvoir allonger, on va faire voilà, de la mécanique, mais la réalité, c'est que quand 75%, je crois que c'est le chiffre sur la dernière mandature, 75% de l'initiative législative est du gouvernement. Donc en fait, on s'adapte, le Parlement, les députés s'adaptent en fait au rythme voulu par les gouvernements et par l'exécutif. C'est ça le problème au bout d'un moment. Donc on ne maîtrisera rien si on ne s'attaque pas à ce problème de fond et on courra après le temps dans des conditions, excusez-moi, se dire qu'en fait on est débordé, donc en fait on va allonger le temps pour être encore plus débordé. Et on pense qu'à ce rythme-là, on fera des bons textes et on sera vraiment la représentation. Merci. Que ce n'est pas une Merci, bonne manière d'envisager le problème. Oui, moi je voulais soutenir cet amendement parce que, pour l'instant, beaucoup d'interventions indiquaient la nécessité de maîtriser notre ordre du jour, que le Parlement puisse mieux maîtriser les choses. Et s'il y a bien un moyen de le faire, c'est qu'on puisse nous-mêmes décider à quel moment, justement, on commence la session extraordinaire, etc. Donc je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'explication sur le rejet de cet amendement. Et du coup, pourquoi est-ce que quand on proclame vouloir renforcer les pouvoirs du Parlement, retrouver la maîtrise de son rythme, etc., on balaie d'un revers de main et on ne voterait pas cet amendement de bon sens, comme on le dit, où on sera en capacité de décider collectivement, et effectivement que ça ne repose pas que sur l'exécutif ou sur la volonté du président de l'Assemblée nationale de rallonger nos travaux. Donc j'appuie fortement cet amendement et j'espère qu'une majorité l'adoptera. Non, mais pour appuyer le fait que monsieur le rapporteur nous indique en fait tout est déjà inscrit, mais il y a plein de choses qui sont inscrites dans la Constitution et qui ne sont pas appliquées. Et c'est peut-être justement le signal de la nécessité de véritablement donner plus de pouvoir et que ce pouvoir il soit réel au Parlement. Parce que je pense qu'on l'a évoqué, je l'ai entendu tout à l'heure, sur l'exemple des capacités de persuasion et de dissuasion au mensonge du Congrès états-unien, où quand on est auditionné devant le Congrès des États-Unis, si on a, même quand on est par exemple Mark Zuckerberg ou un quelconque responsable économique ou politique, on ne fait pas ce que font aujourd'hui, comme ça a été indiqué, nombre de chefs d'entreprise ou autres qui sont auditionnés devant le Parlement français. Donc on voit bien en tout cas qu'il y a un problème sur le fait que les parlements n'est pas pris au sérieux et les risques de sanctions ne sont pas suffisamment pris au sérieux et qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Merci. Madame Okono. Oui, merci Monsieur le Président. Pour répondre au rapporteur Ferrand, excusez-nous d'exercer notre droit au débat. Ce n'est pas une faveur qui est faite quand vous dites qu'il y a eu des débats en commission, c'est un droit. Et de pointer le fait que ce n'est pas parce que l'on débat qu'on a du pouvoir, et ce n'est encore moins parce que quand il y a des manœuvres de la majorité pour empêcher que d'autres débats aient lieu, qu'on grandit le Parlement. Donc, et on y reviendra en séance, vous n'en doutez certainement pas. Donc cet amendement, dans la lignée de celui qui vient d'être défendu, souhaite étendre le rôle décisionnaire du Parlement en matière de déclaration de guerre et d'intervention des forces armées à l'étranger. De notre point de vue, considérons qu'un débat parlementaire doit avoir lieu en amont de l'intervention, non a posteriori, comme ça a été le cas par exemple récemment, afin de permettre une décision éclairée de la représentation nationale. Ce débat serait suivi d'un vote qui déterminerait si l'intervention peut avoir lieu ou non. Il n'est, de notre point de vue, pas légitime que les questions internationales et la défense soient le domaine réservé du président. Dans d'autres démocraties, il faut l'aval du Parlement pour s'engager dans des opérations qui ont des conséquences extrêmement graves et donc qui devraient faire l'objet d'un débat de la représentation nationale qui représente l'avis du peuple et de l'ensemble des citoyens. Ce sont des questions effectivement stratégiques importantes, mais à moins de considérer que le Parlement est incompétent, incapable d'en saisir les enjeux, y compris en termes d'intervention rapide et de pouvoir à ce moment-là être en capacité d'avoir rapidement ces débats, à moins de considérer que la représentation nationale est illégitime à décider
décider de ce genre d'intervention, il nous semble important de lui donner du coup le pouvoir de pouvoir intervenir, et y compris pouvoir assumer ou pas les conséquences de ces interventions. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président. Donc dans la lignée de l'amendement présenté par le député Jumel, nous souhaitons aussi que le gouvernement soumette la prolongation de l'intervention à l'autorisation du Parlement tous les 4 mois. Et je voulais revenir, puisqu'on va nous présenter les mêmes objections, sur le fait que je trouve, pour une majorité qui prétend être en marche dans le XXIe siècle et très moderne, que c'est s'accrocher à une vision très ancienne de la démocratie. C'est considérer que nous ne sommes pas un peuple, une démocratie mature, et qu'un seul homme puisse décider de tels actes et de telles opérations qui, comme ça a été dit, engagent très gravement. C'est une décision grave. Ce que sont capables de faire nos partenaires britanniques, les parlementaires britanniques, nous ne serions pas capables de faire, c'est-à-dire prendre la mesure d'une situation extrêmement grave, discuter, y compris très sérieusement et très gravement, des enjeux, et décider en âme, en conscience et en connaissance de voter ou non. Et l'argument de notre collègue tout à l'heure en disant si ça n'avait pas été fait comme ça, on n'aurait pas pu intervenir, ne vaut absolument pas, parce que le Parlement aurait pu décider de faire comme ça, puisqu'il y aurait eu conscience des enjeux et de l'urgence. Donc c'est vraiment des arguments qui s'inscrivent dans une vision très martiale, très militaire de la question de la guerre, alors qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on devrait avoir une vision plus collective et plus mature, et considérer que sur des questions qui engagent à tel point y compris la sécurité de la nation, s'engager dans une guerre, ça a aussi des conséquences. Ça devrait être une décision bien plus collective et bien plus démocratique, ce que ce n'est absolument pas, et on voit comment vous inscrivez pleinement dans une 5e République qui est à bout de souffle. Merci. Rapidement, pour aller des interventions précédentes, et pour rappeler qu'effectivement, c'est le cas, par exemple, de notre collègue Bastien Lachaud, qui a demandé à pouvoir se rendre sur les terrains d'opération au Mali, comme il en avait la possibilité, mais qui lui a été refusé. Donc ce n'est pas vrai que les parlementaires ont aujourd'hui les moyens et sont autorisés à pouvoir faire leur travail de contrôler, d'évaluer de ce qui se passe. Donc effectivement, je tiens à appuyer ce qui est dit par le collègue Marleix. Ce n'est pas le cas, Madame la rapporteure, et c'est un problème, y compris si on considérait que c'est seuls les membres de la Commission de la Défense, que je pense ne devrait pas être le cas, parce que les questions en la matière dépassent la Commission de la Défense et concernent l'Assemblée nationale tout entière. Mais même si on considérait uniquement la Commission de la Défense, ce n'est pas vrai que les parlementaires ont la possibilité d'intervenir et d'évaluer comme ils pourraient le faire. Et on aurait l'occasion de pouvoir aujourd'hui leur donner un petit peu plus de pouvoir, et ce n'est pas le choix que vous faites, malheureusement. Merci, Madame. Merci, Monsieur le Président. Juste pour rappeler que je pense que le collègue Bastien Lachaud, et je crois que les collègues de la Commission de la Défense pourront en témoigner, c'est un parlementaire, n'importe qui, et qui fait les choses sérieusement, et qui s'est donné les moyens de pouvoir faire son travail sérieusement. Je tenais à le redire, parce qu'on a l'impression que c'est un peu... il a tapé à la porte et voulait juste voir s'il y avait de la lumière. Ce n'est pas le cas. Et je pense que sur ce sujet-là, y compris mon groupe parlementaire, qui s'exprime souvent, prend les choses très au sérieux et est très impliqué sur ces questions. Et ce n'est pas dans un esprit d'opposition systématique, mais dans une volonté de participer à un débat qui, nous semble, concerne l'ensemble de la nation, et nous prenons notre part dans ce travail. Et ça s'inscrit, y compris dans les demandes de commissions d'enquête parlementaire que nous avons faites sur ces questions-là, et notamment sur ce point qui concerne l'amendement en question, puisque nous demandons à ce que le Parlement, dans les conditions fixées par une loi organique, contrôle et supervise l'exportation de matériel de guerre et matériel assimilé, ainsi que les produits liés à la défense. Nous voulons consacrer le rôle du Parlement dans le contrôle, et donc la possibilité de refuser que la supervision d'exportation. Ce contrôle est fondamental, parce que
notamment la France est devenue la 3e puissance exportatrice d'armes en 2017 et que le pouvoir exécutif a notamment récemment procédé, sans contrôle parlementaire, à des autorisations d'exportation qui ont pu directement la rendre complice de crimes de guerre, comme le dénoncent un certain nombre d'associations qui travaillent sur ces sujets. En nous inspirant de la procédure d'ores et déjà en œuvre aux États-Unis, qui implique une information du pouvoir exécutif au pouvoir législatif sur les ventes d'armes envisagées, ainsi que la possibilité pour ce dernier de l'interdire par une motion de désapprobation, nous avons d'ores et déjà, comme je le disais, proposé un mécanisme d'application qui serait transposable en France et nous le resoumettons ici. Concrètement, les autorisations préalables d'exportation ainsi que les décisions de suspension, modification, abrogation ou retrait de telles autorisations prises par les articles et le rôle accru du Parlement dans un domaine aussi fondamental que l'exportation d'armes à un tiers découle de notre sens de l'article 34 de la Constitution et de l'article 35 et donc s'inscrit pleinement dans ce débat. Je vous remercie Madame Obono. Madame la rapporteure. Oui, merci Monsieur le Président. En fait, les dispositions que vous visez ne sont absolument pas de rang constitutionnel. Ce régime relève actuellement des dispositions législatives et réglementaires au terme de l'article L. 2335-3 du Code de la Défense. L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Et donc, je pense que le bon niveau de norme est celui-ci et pas celui de la Constitution. Donc, avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Madame Obono, quelques mots de réponse? Oui, c'est ce que je disais enfin. L'article 34 de la Constitution porte sur les règles, l'Organisation générale de la défense nationale et l'article 35 sur les opérations extérieures. Donc, la question du militaire est dans la Constitution et il nous semble justement, et c'est pour ça que nous voulons mettre dans la Constitution le pouvoir parlementaire, que cela ne relève que de l'exécutif et c'est ça précisément le problème que nous voulons changer et en le mettant dans la Constitution, on permettrait de donner ce levier-là et d'avoir les moyens de faire ce contrôle. Donc c'est tout à fait cohérent de vouloir le mettre dans la Constitution puisque justement ça ne l'est pas et ça donne le pouvoir uniquement à l'exécutif de procéder à ces ventes qui ont des conséquences. Le cas par exemple de la guerre au Yémen récemment et qui reste d'actualité devrait nous interpeller sur les enjeux de ce débat. Merci Madame Obono. Je soumets au vote le 746. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté.